À Saint-Énimie, la règle ne se raconte pas pour faire peur aux voyageurs, elle tient la vallée comme une consigne d'ingénieur. Au crépuscule, personne ne traverse le pont, pas un pied, pas une roue, pas une bête. Le Tarn, à 7 heures, passe de la pierre au miroir et la voûte, qui porte la journée sans plainte, réclame sa monnaie quand la lumière se couche. On dit qu'elle emprunte une vie, jamais deux, toujours une, et que, si l'on force le passage, on offre à l'arche un poids humain pour serrer ses claveaux jusqu'au matin. Les maisons alignées au dos des bancelles ont appris à organiser la fin du jour comme on range un atelier avant l'arrêt des machines, volets clos avant la bande cuivre du ciel, lanterne couverte de bleu pour ne pas flatter l'eau, pas tenue, voix basse, cloche retardée de 2 battements, et sur la pierre d'attente, au pied du parapet, la caisse commune, corde goudronnée, sac de sable, clous d'acier, étoffes épaisses, poignées de sel gris, poids, galets plats. Autant d'objets qui neutralisent. Un pont quand il a faim. Le pont ne se contente pas d'une légende. Son tablier rétrécit d'un pas où l'on voudrait élargir, ses garde-corps parlent dès qu'un métal les touche, la première dalle après la moitié possède un son creux qu'on évite le matin par habitude, la clé de voûte, côté aval, garde la veine plus noire d'une pierre employée. Les maçons du pays disent qu'on y sent un froid qui n'appartient pas à l'eau mais au mortier. Les registres de la cure conservent, derrière les baptêmes, une colonne pauvre et tenace, date où l'on a perdu, nom qu'on n'écrit pas en entier, simples initiales, heure. Les plus anciens, quand on leur demande d'expliquer, se contentent de montrer la marge d'une page rongée d'humidité, ligne sèche. Au soir, la voûte réclame, tenir jusqu'au jour. Les corrections se sont empilées en un siècle de prudence. On a posé sous la première arche, côté amont, un rideau de cordage lesté qui casse la peau de l'eau dès que le vent tombe, car le miroir flatte la prise. On a graissé de poids une bande au centre du tablier pour briser le fil où les pas aiment s'aligner. On a pendu, au revers des parapets, des bandes de feutre qui mangent le timbre de l'outil si quelqu'un, par distraction, venait cogner. On a fixé, dans un coffret ferré, 2 lanternes à huile couvertes d'étoffe bleue, seul éclat toléré quand il faut voir sans réveiller l'eau. Les enfants apprennent à compter la fin du jour non avec la bouche mais avec la main posée sur la pierre du porche. La chaleur quitte le calcaire par degrés, et quand la paume n'y lit plus rien c'est que le pont, déjà, a basculé du côté des arches. Ce soir-là la vallée offrit l'illusion qui perd. Lumière longue, bande d'or sur les lauses, clocher maigre découpé net, brise juste assez pour faire croire que l'eau ne se tiendra pas. Dans l'école de la rive gauche la classe venait de sortir, cahiers rangés, craie effacée, la maîtresse alignait des livres pour le lendemain. Son petit garçon, blême depuis le matin, s'était appuyé contre la porte avant de glisser au sol. La peau n'avait pas la chaleur franche d'une fièvre simple, le souffle cherchait la pente, la bouche refusait l'eau. Le médecin, ce jour-là, se trouvait sur l'autre berge, retenu chez un vieil homme qui ne passait plus l'hiver. Il fallait un œil, un remède, peut-être une injection que la maison n'avait pas. La bande d'or sur le Tarn, au droit de l'arche, s'amincissait déjà. La règle se posa d'un bloc dans la gorge de la mer. Elle savait la colonne du registre, elle savait que la voûte n'a pas d'état d'âme, elle savait que l'on attend et qu'on tient quand on aime garder des vivants. Mais elle savait aussi la minute, ce déclic où les poumons d'un enfant choisissent si le corps garde ou s'abandonne. Elle prit la caisse commune et la vida mentalement, cordes, sac de sable, sel, feutre, poids, galets, clous. Elle refusa le réflexe d'appeler à plein poumon vers l'autre rive, car les pierres aiment la voix. Elle refusa l'idée du bateau du pêcheur, car l'eau, au miroir, prend aussi sa dîme. Elle fit ce que le pays transmet à la place des comptes, elle transforma le besoin en correction. La première décision fut de saboter l'image. Tant que la bande de cuivre trouve sa place entière sur le flanc du pont, la voûte tient sa monnaie. Elle descendit au bord, déroula la corde goudronnée et fit tendre, de main en main, un rideau de nœuds à ras de l'eau, du buisson de la rive à la pile amont. Les enfants des maisons voisines, instruits sans phrase, jetèrent, à intervalles, des galets plats pour maintenir la peau trouée. 2 garçons posèrent, en aval, un sac de sable contre une pierre pour casser le couloir de courant qui fait vitre. Une femme enduisit au chiffon la bande centrale du tablier avec la poitier dit pour ôter au pont son fil docile. Le parapet aval reçut un feutre tendu sous sa lèvre, car le métal d'un seau peut parler sans qu'on s'en aperçoive. Le bourg savait que l'on n'empêche pas une fin de pierre par la prière, on la contrarie par des matières. La seconde décision concerna le médecin. Il n'était pas question de lui demander la traversée, la règle ne s'applique pas moins à ceux qui sauvent. Il fallait le faire venir sans le faire passer. La maîtresse chercha, sous le banc, la bobine de corde claire qu'on garde pour les paniers, elle noua, au premier anneau du parapet, une ligne sèche, elle jeta vers l'autre rive un flacon vide lesté d'un caillou, il frappa la terre au pied d'un figuier, une main le trouva. Le bourg d'en face comprit, attacha à la corde un petit sac de toile rempli de choses qui savent parfois suffire, seringue, ampoule de remède, bande d'étoffe, et un billet à l'encre rapide, tenir couché, main sur thorax, compter, goutte de sel sur langue si refus d'eau. La corde revint,
passait au-dessus de la bande poissée pour ne pas chanter, et la rive gauche reçut ce qu'elle pouvait recevoir sans bouche. La troisième décision concerna la maison. Le pont prend par le pas ou par l'ombre. On recouvrit les fenêtres de drap, on calfeutra les interstices, on plaça au sol un seau d'eau pour avaler une syllabe si elle venait à sortir malgré tout, on retarda la cloche de l'angélus de 2 respirations, on posa, sur la table, une bougie non allumée, car la flamme se reflète dans la vitre et donne à l'arche un second appât. Le garçon fut couché, non dans son lit, mais au centre de la pièce, sur le tapis le plus épais, loin des angles qui fabriquent du timbre, couvert d'une couverture lourde contre laquelle le souffle aime se caler. La mère posa les mains à plat sur le thorax, la façon qu'ont les veilleuses d'accompagner la cage dans sa montée, 3 battements pour pousser, 2 pour tenir, 1 pour laisser revenir. Le sel gris, sur une cuillère humide, passa sur la langue pour secouer le refus d'eau. Les voisins s'installèrent au seuil, pas pour parler, pour empêcher la voix de sortir. Le Tarn, vexé de tant d'économie, tenta sa parade. Il lissa sa peau du côté où l'on n'avait pas tendu la corde, il chercha la bande de cuivre là où l'œil n'y pensait pas, il offrit, juste sous l'arche, un rectangle parfait de ciel qu'on aurait voulu appeler. La maîtresse, qui savait sa géographie, fit déplacer de 2 pas le rideau de nœuds, jeta 3 galets plus lourds dans l'angle, appuya, avec un sac de sable, une langue d'eau plus sombre, brisa le rectangle. Elle n'eut pas le temps de penser à ce qu'elle faisait, la vallée a rendu les gestes réflexes, tant mieux, car penser, à l'heure de la bande d'or, se confond avec parler. La clé de voûte chercha, elle aussi, sa prise. On sentit, au ras des dalles, ce petit frisson de son qui vous mord la cheville quand une arche demande, un timbre bas, presque une haleine, qui fait lever la tête des bêtes et taire les cuisines. Les hommes posèrent, à main nue, cette clou d'acier entre les pierres du parapet, à des points choisis, non pas pour blesser la voûte, pour l'occuper, on plante du métal froid pour distraire l'appétit du mortier. On posa au sol, côté amont, une planche couverte de feutre, tapis improvisés pour les pas, si quelqu'un devait passer de 2 dalles sans aligner sa marche. On déplia la vieille toile goudronnée qu'on tire aux orages, on la ficha, avec des piquets, contre l'entrée du tablier, non pour barrer les hommes, pour casser le vent et la voix. Le garçon, sous la couverture, trouva un rythme fragile. La bouche refusait encore. Les mains de la mère tinrent leur cadence pauvre, 3 battements poussés, 2 tenir, 1 laisser. L'ampoule venue de l'autre rive, chauffée à la paume, attendit que la peau accepte. Le bourg n'eut pas l'orgueil de croire qu'il avait gagné, il continua, au ras du sol, son inventaire, galets, feutres, poids, sel, clous, sacs. On fit monter, du côté des moulins, une planche sur flotteur, non pas pour elle, pour tout à l'heure, car la bande de cuivre s'amincissait à vue, et si le remède échouait il faudrait, au dernier battement, accepter l'idée d'un prix. Mais on donna au pont de quoi mordre ailleurs, au cas où. Le médecin, de l'autre berge, organisa son propre théâtre de refus. Il couvrit sa lanterne d'un foulard, retarda sa cloche, noua à un arbre une seconde corde tendue pour équilibrer la première, car la voûte aime les lignes nettes, 2 cordes brouillent la fin. Il glissa, dans un deuxième sac, des fioles de parfum fort, alcool camphré, qu'on utilisa parfois sur des rives pour réveiller des corps. La ligne passa, le sac revint, l'odeur brûla la pièce d'un coup, le garçon toussa, ce n'était pas une victoire, c'était une prise d'air, on la traita comme de la monnaie. Le soleil, sur l'eau, réduisit son empire à une bande étroite, puis à un médaillon posé exactement sous l'arche, là où la pierre demande. L'heure où l'on perd se présente toujours avec élégance. La maîtresse ancrée dans ses corrections sentit, à la jointure du tablier, ce désir ancien de courir d'un trait, de se donner en prix contre un souffle. Elle avait la force d'aller, elle pouvait être la vie empruntée, le pont se contenterait d'un adulte. Le bourg, qui connaît ces nobles catastrophes, avait prévu le piège. La toile goudronnée, plantée contre l'entrée, ne céderait pas au premier élan. 2 hommes, sans regard, se posèrent de chaque côté, non pour l'arrêter, pour prendre avec elle le choc si le corps décidait, car partager un pas empêche un pont de choisir. On laissa à la raison un sursis, 3 battements, 2, 1. Le médaillon de cuivre devint une épingle. À cet instant qu'on ne sait ni dater ni écrire, l'eau accepte encore la correction si elle est posée au bon endroit. Un enfant des moulins, qui connaissait le poids de ses bras, lança, depuis un rocher, un dernier galet plat exactement au centre de l'épingle. La surface vibra, un anneau se creusa, l'image se rompit. La voûte, frustrée, chercha sa dime ailleurs, elle glissa sur la bande de poids, trouva moins, hésita, se tourna vers les clous froids, s'y occupa. C'est peu, c'est assez. Dans la pièce, la peau du garçon prit enfin la couleur tiède qu'on sait lire. Le souffle cessa de demander des ordres à chaque seconde. On mouilla le sel, on tendit une cuillère, la langue accepta, l'eau suivit, 2 gouttes, 3, on tint l'orgueil à distance, on ne parla pas, on ne remercia pas. On posa le bol au sol, prêt à avaler une syllabe qui viendrait malgré tout. On laissa passer l'épingle. La nuit, une fois tombée,
rend au bourg le droit de respirer, pas celui de traverser. On ferma la caisse commune, on laissa à sa place la poix, les feutres, les clous, les cordes. On nota, dans le cahier de la cure, nom à miracle, une tenue, crépuscule tenue, image cassée, remède passé à la corde, pas de passage, pas de perte. On ajouta, en marge, un détail utile, bande de poids à refaire après la pluie, feutre à sécher, sac de sable à changer si odeur, car le pont, demain, demandera encore. Le lendemain, à la première heure blanche, la vallée retrouva ses allures de chemin. L'eau reprit son grain, le tablier sa largeur honnête, la clé de voûte son froid discret. Le médecin traversa à pied, sans geste, sac en bandoulière, regard sur les dalles. Il fit ce qu'on attendait de lui, ausculter, vérifier, prescrire repos, couper au couteau le fil d'angoisse qui reste après. La maîtresse, sans discours, recouvrit la bande de poids, redressa le feutre, rangea le sel, tendit la corde sous la première arche. Elle savait que la victoire n'existe pas ici, il n'y a que des jours gagnés. L'histoire ne s'arrête pas à une vie non empruntée. Le pont garde sa mémoire, la vallée ses décomptes. D'autres soirs exigent des corrections nouvelles, Vendée qui lise trop vite, aux basses qui font surface miroir, aux hautes qui déplacent les cordes, colporteurs qui posent des miroirs d'étain aux fenêtres, enfants qui adorent la beauté d'un reflet et se penchent. Les maisons apprennent à corriger au rythme des saisons. Au printemps on charge la corde de nœuds, l'eau se fait lisse comme un cuir neuf. L'été on préfère la poignée de galets plats, la bande d'or s'étire et demande plus de rupture. L'automne on graisse davantage, la pluie lave la poix. L'hiver on privilégie les feutres, le métal chante plus. Ce pont n'a pas été maudit par une fée. On a retrouvé, en démontant une partie du garde-corps, un fragment de chronique où il est question d'une fondation trop sèche, d'une chaux qui n'a pas bien tiré et d'un maître d'œuvre qui aurait parlé de retenir la voûte par un poids. Les mots exacts manquent, mais la logique suffit. Une marche verrouille, une vie referme. Les pays qui ont vécu avec des pierres qui mangent ont inventé des corrections. Saint-Énimie n'a pas de héros, elle a des mains. On y refuse la bouche à l'heure où elle perd. Le bourg, pourtant, n'est pas une machine sans faille. Il suffit d'une fête mal placée, d'une urgence de plus, d'une lame de vent insolente. Un soir de vent d'ouest des hirondelles rasèrent l'eau si bas que la surface, à force de ciseaux, se fit ride par ride, le pont, pris de brusquerie, renonça de lui-même, il n'avait rien à mordre. Il d'autres soirs où tout, malgré la discipline, se met en place trop vite, l'or s'accroche, la peau se fait vitre, la clé frissonne, et l'on sait qu'il faudra rendre. Le registre, sur ces lignes, n'écrit pas de détails. Il pose une initiale, une heure, un signe. Les corrections n'effacent pas la loi, elles la repoussent. La maîtresse ne se fit pas une gloire d'avoir tenu. Elle comprit seulement qu'elle devait désormais transmettre la méthode avec plus de précision, dessiner au crayon gras un plan des cordes, noter les points qui cassent l'image, indiquer, sur le tablier, les dalles à éviter au cas où, laisser dans la caisse commune un ordre de gestes, couvrir, casser, lester, graisser, tendre, compter, ne pas parler. Elle copia ces mots sur un papier qu'on scella dans le couvercle. Elle ajouta un dernier trait qu'elle tenait de la nuit, ne pas remercier sur l'eau, remercier sur la table en posant un bol et en le remplissant. La vallée aime les gratitudes de main. La suite viendra vite, car les histoires qui tiennent un pont appellent les exceptions. Une troupe de foire voudra jouer un soir sur la Lausse plate, un pèlerinage déplacera des processions vers l'heure interdite, une charrette de farine se trouvera coincée sur la langue centrale, un veau affolé se jettera vers la bande de cuivre, et quelqu'un, par amour ou par orgueil, voudra devenir la vie empruntée pour solder la dette des autres. On peut empêcher un élan, on ne peut pas supprimer le désir de payer pour tous. C'est là que la vallée se sépare, non entre braves et lâches, entre ceux qui connaissent l'inventaire et ceux qui ne connaissent que le grand geste. Les prochains chapitres raconteront ce partage et la manière dont, un soir de crue où tout glissa hors des méthodes, le bourg dut inventer un renversement inédit, non pas passer, défaire le pont, l'affamer jusqu'au jour. Les jours suivants adoptèrent la prudence des ateliers qui ont connu la casse et gardent la main au plus près de la machine. La caisse au pied du parapet gagna des fiches de gestes écrites au crayon gras, couvrir l'eau avant d'imaginer quoi que ce soit, casser la bande de cuivre au centre, lester la langue sombre côté aval, graisser la ligne du tablier, tendre 2 cordes pour empêcher le pont d'aimer une droite, passer les choses par-dessus la poix, poser du feutre sous la lèvre des garde-corps, planter les clous froids au bon endroit et, en marge, recommander ce que la vallée appelle l'économie, ne pas parler sur l'eau, ne pas chanter la peur, ne pas remercier dehors. Les enfants revinrent à l'école en apprenant sans phrase un exercice de fin d'après-midi, main posée sur la pierre du porche pour lire la chaleur qui quitte, doigt qui compte le retrait, yeux qui regardent en biais le Tarn sans lui donner le plein regard, car les rivières se repèsent Dieu autant que de pas. On dessina à la craie un petit plan du tablier avec ses dalles qui sonnent creux, ses lignes nerveuses, ses coutures de mortier où l'on plante mieux les clous, ses zones de feutre à rafraîchir après la pluie. La règle reprenait place, moins orgueilleuse que la veille,
Plus serrée, la vallée n'aime pas les victoires, elle préfère des jours acquis. La première exception vint sous la forme d'une troupe de foire qui aimait les ponts pour y poser ses tréteaux. On avait vu leurs carrioles avant midi, cheval rat, bâche peinte, promesses d'accordéon, miroirs d'étain lustrés au torchon, vernis sur des boîtes qui parlent trop. Le chef montra du bras le plat de la Lauze au débouché de l'Arche et parla de coucher les bancs là pour faire rire les riverains à l'heure où la lumière est belle. La vallée ne discute pas l'esthétique, elle enfile les corrections. On tira à l'avance la toile goudronnée à demi, on planta des piquets discrets comme des dents, on fit couler des bandes de poids sur la ligne centrale, on accrocha sous la lèvre des garde-corps des feutres, on posa sur les tréteaux des sacs de sable avant même qu'ils soient montés, et l'aubergiste, homme d'usage, sortit la caisse bleue des cailloux lisses et indiqua sans phrase que toute bouche de foire tiendrait la pierre entre les dents après la bande cuivre. L'accordéon ne joua pas sur la Lauze, il joua dans la cour, sous des nappes lourdes, et les miroirs d'étain furent couchés contre la grange, bandeaux de toile par-dessus, le Tarn n'entendit que des pas freinés, la voûte n'eut rien à mordre. Le pèlerinage donna ensuite le test que donnent les foules quand elles confondent le rite et la règle. On vit descendre des silhouettes serrées autour d'un bâton, cierges dans la lumière pâle, bannières brodées qui coupent l'air, bouches prêtes à répondre en chœur, leur mauvaise ne se soucie pas des saints. La vallée avait mis au point un corridor muet en travers de la rue, draps humides tendus entre les murs, cordages passés à hauteur de hanche pour obliger les rangs à ralentir, bassines couvertes au sol pour boire les graves si un chant se risquait, cloches de l'église étouffées dans des bonnets de laine, et l'organiste, qui connaît la fin des voûtes, proposa à la nef des silences au lieu d'une réplique. Les cierges furent posés dans des lanternes bleues, les bannières roulées, le chant noté pour le matin. Les pas passèrent sur la poix, les voix s'écrasèrent dans les draps, la procession eut la dignité des rivières qu'on respecte, et la clé, frustrée, détourna son frisson sur un clou. La charrette de farine donna la scène grossière que la vallée redoute, 2 roues calées de travers sur la bande centrale, un essieu qui grince, un mulet qui respire trop fort, et l'or qui s'allonge sur l'eau comme un couteau prêt. On posa aussitôt, tout le long des brancards, des rondins de feutre pour étouffer, on inséra sous les roues des coins de bois couverts de toile pour éviter les chocs, on vida 2 sacs sur la ligne au ras des sabots, on tira en travers du Tarn la corde goudronnée avec des nœuds serrés comme des mouches, on jeta les galets plats au droit de l'épingle qui se formait déjà sous l'arche, on posa contre le parapet aval les clous froids, on graissa, on lesta, on couvrit, on tendit, on cassa, on compta. On ne dit rien. Le mulet recula d'un demi-pas, la charrette consentit, les sacs passèrent un à un à la main, la bande cuivre perdit son fil. Le veau donna la morsure que la vallée ne pardonne pas aux imprudences. Un bouvier venu d'Écosse posait au bout d'une corde un petit bovin frais, nerveux, enclin à se voir dans l'eau, l'animal tira vers le miroir, fit glisser la corde, posa 2 sabots sur la ligne poissée, chercha sa propre image dans le Tarn comme dans un autre veau, l'instant suffit pour réveiller la clé, on sentit à la cheville la demande. Ce soir-là, la vallée apprit à détourner le bétail comme on détourne la voix. On eut en réserve, sous le parapet, un sac de marque, on l'ouvrit et on répandit le parfum fort en amont, le veau leva le nez, préféra l'odeur à l'image, dériva, et l'image manqua sa proie. On nota dans la caisse, ligne sèche, marque à garder, l'odeur fin mieux que le miroir. Le registre, sur ces semaines de prudence, grossit de détails qui ne se vantent pas, feutre à sécher, poids à réchauffer, clous à repiquer, corde à renouer, galets à refaire, sac à combler, huile des lampes à couvrir, bande bleue à recoudre. Les maisons s'ajustèrent comme on ajuste des dents sur un engrenage, on retarda l'Angélus pour ne pas donner à l'arche l'exact battement qu'elle aime, on cessa de laver des vitres au soir car une vitre propre fait naître sur la table une seconde eau, on interdit de polir des cuivres au couchant, on apprit aux enfants à jouer au jeu du pont, aligner 3 galets, casser la ligne avec le 4e, tracer une bande au doigt dans la poussière, frotter au gras pour qu'elle ne brille plus, remettre des clous dans une fente, poser un feutre, tendre une ficelle, c'était un jeu de main, pas une légende. Vint la crue que notent les chroniques à l'encre plus lourde. Une pluie sans éclat tenait depuis 3 jours la pente, les terrasses suintaient, l'ose sombre, murs égorgés, l'herbe collée, le Tarn bouffi d'un excès qui ne se voyait pas en surface. En 1 heure la couleur tourna, pas de jaune ni de chocolat, un gris plein, pesant, avec au-dessus une lumière blanche, sans bande cuivre. On aurait cru une chance, la loi aime les miroirs, la crue donne de la bête, elle n'aime pas les films trop pleins, et pourtant l'arche demanda davantage, comme si la masse entière devenait dîme. Un tronc arracha la corde à nœuds, un PAN de feutre se déchira, la poix, diluée par la pluie, perdit sa prise, la bande centrale reprit langue, la clé vibra, première fois qu'on la sentait à travers les semelles au matin même. Le bourg comprit que les corrections habituelles n'allaient pas suffire. Il fallut inventer le renversement qui n'avait pas encore été tenté, non pas passer malgré tout, défaire le pont, l'affamer. Défaire un pont n'est pas démanteler ses pierres, c'est lui retirer ce qui le fait pont, l'accord entre une ligne offerte et une eau à péter. On posa au pied des arches des rideaux de branchage serrés en natte, piqués dans le lit à coups de baramine,
de sorte que les brins cassent la nappe et fabriquent des milliers d'entailles. On décrocha des moulins en amont 2 roues dormantes et on les jeta dans le courant à plat, reliés par des traverses, l'ensemble tendu par des cordes aux piles, pour que la surface froissée perde sa peau. On apporta des sacs de cendres des fours, cendres froides, lourdes, répandues en traîne dans les remous, elles marquent l'eau, elles lui enlèvent son éclat, elles la chargent de poussière, elles l'empêchent de voir. On coupa des bruyères et des genêts pour en fabriquer des balais qu'on poussa au bout de perche sous la lèvre de l'arche, à contre, pour défaire l'image dès qu'elle se forme. On posa, côté amont, un radeau de planches percées, boiteux, qui tremble au moindre souffle, son seul talent est de rayer la surface sans parler. L'eau grogna, la voie du pont s'épaissit, la clé recula d'un doigt. Mais la crue possède des ruses que la sécheresse ignore. La masse qui passe sous l'arche aime casser peu à peu les lignes paralysées. Le radeau, tressautant, se mit à tirer sur ses amarres, un clou cédait, l'un des rideaux de branchage commença à dériver, les balais s'emplissaient et alourdissaient les bras, l'eau avalait la cendre et gardait en mémoire l'endroit sans perdre la faim. C'est alors qu'un vieux des moulins, qui avait vu des années pires, proposa de tourner l'outil dans l'autre sens, non pour moudre, pour riduler, on ouvrit les vannes à moitié, on fit battre les bâtardeaux en cadence pour que des nappes d'air soient avalées sous la surface, la mousse sortit à flocons par les piles, la peau se quitta, les miroirs devinrent lités, l'arche regarda un chaos qu'elle n'aime pas tenir, le Tarn se fâcha contre ses propres tourbillons, le pont, privé de proies distinctes, prit appui sur les clous froids plantés au parapet, cette satiété de métal le distrayait, on gagna des battements. La vallée décida alors d'ajouter une ombre où la lumière refuse. On monta, de rive à rive, un vélum de toile grossière et humide, tendu au-dessus du tablier avec des poteaux posés à l'intérieur des maisons pour ne pas vexer la pierre, nappes cousues, couvertures, bâches de charrette, tout ce qui peut boire un rayonnement, la flèche du pont, pour la première fois, se retrouva sous un ciel de drap. La bande cuivre, qui se serait formée même dans un coin de nuage, n'eut plus de quoi naître. On avait non seulement ridé l'eau, on avait empêché la lumière d'avoir un théâtre. Le pont, à cette heure-là, cessa de réclamer, non par bonté, par défaut d'objet. Il fallut tenir ce renversement toute une nuit, et la pluie n'aime pas les toiles, elle s'y cloue puis les fait pisser d'un bord. On posa des coupes à chaque goutte pour que l'eau qui s'accumule ne rejoue pas un miroir par poche. On glissa des cordes dans les ourlets pour l'ester. On renvoya dans les maisons l'envie de regarder, car regarder donne une ligne à l'eau. On mit aux lèvres de tous, enfants comme vieux, un galet lisse consenti volontairement, non par superstition, par hygiène, on neutralise une bouche en lui donnant une pierre. On retint l'angélus jusqu'au jour. On posa entre les jambes des piles de nouvelles nattes pour redoubler la casse. Le pont, vexé d'une intelligence matérielle, chercha ses compensations. Il fit parler ses garde-corps au moindre choc, la pluie, cinglant la pierre, prit le timbre d'une cloche maigre. On tendit d'épaisses bandes de laine sur toute la longueur des appuis. Le tablier, en charge lente avec l'eau gorgée de poids, voulut se rebander, on posa des sacs de sable dans les creux que le pas aurait pris, comme si la vallée, pour une nuit, devenait un chantier à ciel couvert, ce qu'elle était. La clé, où vivent les légendes, renonça à compter les pas possibles et se concentra sur des contraintes qui, pour une fois, ne pouvaient pas se solder par un non. Au matin, quand l'heure blanche pose sa coupe sur les lauses et que les cailloux du lit montrent l'ombre de leur ventre, la toile fut défaite, les nattes dégorgées, les bâtardeaux fermés, la cendre partie, et la rive eut cette fatigue heureuse des ateliers qui ont tenu sans se vanter. On nota, dans la marge, le renversement, nuit sans pont, rides relevées par roue, toile tendue, cendre, nattes, sacs, clous, feutres, poids, cordes. On nota en gros que défaire un pont n'est pas enlever des pierres mais abolir les raisons d'un désir, enlever la lumière et la peau. Ce renversement ne pourrait pas servir tous les soirs, on n'étend pas un ciel de drap pour chaque bande cuivre, on ne vide pas des fours pour faire de la cendre, on ne fatigue pas des bras pour battre des bâtardeaux à chaque crépuscule, la vallée n'aime pas la grandeur répétée, elle aime l'exacte mesure du nécessaire. On décida qu'on garderait cet arsenal pour les crues, pour les fêtes déplacées par un étranger, pour les jours où la bande cuivre se montre sans raison et où l'on sent, à la cheville, le frisson avant même d'avoir posé le pied. Les étrangers, avertis par la rumeur de la crue tenue, revinrent avec la vanité des lieux légendaires. Ils voulurent des images au couchant, ils posèrent, sans y penser, de petites glaces pendues à des rubans pour capter le Tarn dans la poche. On neutralisa cependant par une méthode de cuisine, on frotta de la cendre sur les miroirs, on colla avec 4 doigts une farine humide qui casse les reflets, on rendit aux glaces un visage de pluie. Les colporteurs proposèrent des boîtes où l'on avait glissé un coussinet de musique mécanique, 6 notes et un retour, cette façon qu'on les métiers de tisser la répétition, on les acheta pour les défaire, on coula de la cire chaude dans les bouches, on les rendit muettes, on les troqua contre des feutres. On donna aux voyageurs la pierre bleue à tenir entre les dents une fois le ciel bâti, ils s'amusèrent, ils se turent avec bonne grâce, ils remercièrent le pont d'être beau le matin. Un soir de vent clair, où le Tarn polissait sa peau comme un étain neuf,
le pont tenta une autre ruse, il proposa sa bande cuivre non pas au centre mais à ras du parapet aval, comme si l'on avait posé sur l'eau un ruban de métal, tentation pour la main qui passe et voudrait toucher. La correction demandée fut de couture, on tendit, au ras de la lèvre, une guirlande de chiffon trempée dans l'huile de lin puis tirée au torchon, l'huile boit la lumière au bord et empêche le ruban. On n'eut pas besoin de paroles, la ligne aval disparut comme une couture qu'on retourne. On ajouta dans la caisse commune des bandes de toile roulées et attachées par deux, prêtes à faire guirlande. La vallée améliora encore sa grammaire. On fabriqua des peignes de bois, triangles biseautés fixés sur des perches, destinés à peigner l'eau juste en amont de l'arche lorsque la surface répond trop bien. On perfectionna la corde à nœuds, pas des nœuds réguliers, de gros et de maigres, pour ne pas accorder, on cousit dans la poix des grains de sable pour la rendre rugueuse, on posa sous les dalles creuses des plaques fines de cuir pour étouffer la résonance, on déplaça de deux doigts une pierre qui chantait trop au matin. On peignit de chaud des repères minuscules sur les têtes de pile pour retrouver plus vite les points d'ancrage lors des soirs pressés. L'Angélus, fixé sur une roue dentée, trouva sa correction matérielle, on y accrocha un ressort en cuir qui ralentissait la vibration, la cloche, retardée, cessa de donner à la voûte une seconde clé. La maîtresse continua de tenir, non un journal, un carnet de correction, sans phrase lyrique, nom d'objet, masse, heure, nombre de galets, vitesse du vent, angle de la bande, teinte de l'eau, quantité de poids, longueur de corde entre les anneaux, largeur du feutre sous la lèvre, hauteur des toiles lors des crues, position des clous qui occupent la pierre. Elle copia ces lignes en double, laissa un carnet sur chaque rive, car la règle n'a pas de sens si une berge travaille et l'autre non. Le médecin, de son côté, améliorait le passage par corde, sac étanche pour les fioles, serre-livre en bois pour les billets, petite pince pour accrocher les lignes à des anneaux fixés la veille, autant d'objets neutres qui traversent sans faire parler la pierre. C'est au cœur d'un automne sec, paradoxal pour la fin des arches, que le pont retrouva de l'appétit. L'eau, basse, ménageait sous la clé une frange parfaite, on aurait pu compter les feuilles dans le reflet, la vallée aurait dû se réjouir, on se méfia. La bande cuivre, ce soir-là, prit naissance plus tôt, avant même que la pierre du porche perde son tiède, signe que le pont avait appris nos rythmes. On sortit les choses trop tôt pour l'usage, on tendit la corde alors que le vent tenait encore, on graissa le tablier alors que les pailles étaient, la précipitation est une porte. La vallée se corrigea d'elle-même, on rentra, on respira, on attendit la minute juste, on posa le feutre au moment où la voix du garde-corps commençait à naître, on jeta les galets au moment où l'épingle apparaissait, la peur, tenue, redevint méthode. La dernière épreuve de la saison prit la forme d'une charité mal placée. Un homme, gagnant l'autre berge avant l'heure interdite, avait promis de revenir avec un pain pour une vieille qui toussait, il fut pris sur la rive d'en face par un retard sans malice, il voulut tenir sa parole, Lord du Tarn l'attrapa à mi-voix, la vallée, ce soir-là, aurait perdu si l'aubergiste n'avait pas égrené sans bruit les corrections jusque sous les bottes de cet homme de bonne volonté, on déroula la toile au nez de son élan. On posa le sac de sable à son pas, on couvrit sa lanterne de bleu, on lui mit un galet entre les dents sans lui dire pourquoi, on barra la ligne de 3 cordes, on ridula, on graissa, la parole donnée fut empêchée, la vieille reçut le pain à l'aube, la morale ne sait pas parler au pont, les mains si. À mesure que la méthode s'affinait, les légendes abandonnèrent du terrain. On parla moins d'âmes empruntées, plus de dalles, de cuir, de poids, de rideaux d'eau. Cela n'enlevait rien à la peur, cela lui donnait un métier. Les enfants apprirent des mots qui n'impressionnent pas mais sauvent, parapet, clé, bâtardeau, nœud, feutre, poids, ride, moire, corde, anneau, sac, cendre, marque, et ils les rangèrent dans leurs poches comme des billes. Ils grandirent avec la certitude que la beauté d'une bande cuivre ne vaut jamais la légèreté d'un pas sur un tablier noir. Ils surent, comme la maîtresse, que le seul remerciement valable se fait sur la table, bol rempli, main posée, bouche tenue. La rive de l'amont proposa un jour l'idée la plus dangereuse et la plus tentante, faire payer le pont avec autre chose qu'une vie. On parla d'un mannequin de chanvre lesté, d'un porc mort acheté chez un boucher pour faire masse, d'un sac de terre visant à tromper la clé, la vallée rejeta ces simulacres par décence plus que par superstition, on ne négocie pas une dette contre du faux, on enlève la scène à la dette, on lui retire les lumières, on ridule sa nappe, on occupe ses doigts avec des clous, on le force à se tromper sur ses propres raisons. La décision fut écrite en gros dans la caisse, jamais d'effigie, jamais de bête, toujours des matières, pas de mensonges, des détournements. Le renversement inventé pour la crue laissa des traces dans les bras, battre des bâtardeaux, tendre des toiles, porter des sacs, peigner l'eau à la perche, tout cela fatigue, la vallée s'équipa d'une économie moins cruelle, on tailla des pagaies à l'échelle des enfants, on accrocha des flotteurs sous une ligne pour qu'elles ridulent sans bras, on fixa à demeure, sous la première arche, un rideau de corde qui se lève au matin et descend d'un geste au soir. On posa dans les caves de l'auberge 2 tonneaux de cendres, on fit faire au maréchal un lot de clous froids gardés sous graisse, on coupa des feutres aux bonnes dimensions, on fit un pactage, un vrai, avec liste,
numéro, masse, et un crochet au mur pour l'avoir sous la main. Il reste à dire que, malgré l'arsenal, la vallée n'obtint pas la certitude. Il fut des soirs où tout semblait tenu et où la bande cuivre se forma dans un coin inattendu, juste au-dessus d'un rocher neuf poli par la crue. Il fallut jeter en urgence des poignées de cendres pour tâcher, poser un sac dans un remous, inventer une ombre avec un manteau. Il fut des matins où la clé parlait encore, un frisson tardif montait par la dalle, signe qu'on avait parlé trop près, on posa des feutres malgré le jour, on retarda la cloche, on se tint plus bas. Il fut des nuits où l'on aurait perdu si la fatigue n'avait pas été assez grande pour renoncer à l'héroïsme, on garda des vivants par paresse, bénédiction secrète des vallées. Le cahier de la cure, où la colonne des pertes oblige à l'honnêteté, se peupla à la même vitesse que la caisse se remplissait, semaine tenue, quelques initiales posées quand même, heure, coup de vent, faites déplacer par des étrangers, vos attirés par un miroir, colporteur aux glaces, charrette au mauvais endroit, la moyenne n'est pas une victoire, c'est une tenue. La maîtresse, qui gardait sur sa table un bol d'eau comme une horloge, y regardait la surface au soir, si l'eau tremblait au prénom intérieur, si elle restait plate au remerciement muet, elle ajustait sa journée pour le lendemain. Elle avait compris, ce que la vallée murmure depuis les constructions romanes, que les poèmes qu'on leur donne à faire autre chose que manger des pas, on les occupe de cordes, de clous, de feutres, de poids, de cendres, de toiles, et ils oublient. Restaient deux dettes à solder que la vallée peut présenter en fin d'automne, la dette du vent et la dette de la faim. Le vent délice à la seconde une vitre d'eau, réclame des peignes sans relâche, donne aux toiles un ventre dangereux, il fallut alors inventer des sabots de pierre que l'on posait sur les bords du vélum, poids qui empêchait les sursauts d'accorder, on lia les sabots à des cordes pour ne pas les perdre dans la nuit, on trouva le nombre utile. La faim, celle qui n'a pas de cause, posait dans les cuisines des odeurs de soupe avant l'heure, invitant les bouches à appeler les vivants à table alors que l'épingle se formait, on plaça donc, à côté des marmites, des bols d'eau, on y regarda la surface, si elle vibrait au non intérieur, on posait la cuillère, on attendait le blanc. La nuit où tout glissa, malgré l'économie, vient chercher sa place au bout de ses pages. Une charrue neuve à livrer avait été posée contre le parapet au hasard d'un après-midi, le fer travaillait le garde-corps à chaque mouvement de vent, donnant à la voûte un timbre de cloche maigre qui s'entretient. La bande cuivre s'était formée tôt, le vélum était encore sec, la corde à nœud trop courte, l'eau avait le goût de mousse et de vitesse. Le bourg, au lieu de courir, fit ce que la méthode commande, déferla des toiles, tendit, peigna, posa la cendre, planta les clous, graissa, lesta, retarda, se tut, et la clé finit par cesser sa demande au moment exact où le ciel perd sa bande. Ce renversement tenu, note la marge, est ce que la vallée a de plus beau, une défaite refusée sans héros, avec des bras et des draps. La suite imposera un partage que la vallée repousse mais ne peut pas ignorer, un soir, quelqu'un demandera à payer pour tous parce qu'il confondra la dette et la dignité, il faudra alors tenir la toile contre son torse, mettre un galet dans sa bouche, lester ses pas avec des sacs, lui voler son élan avec de la poix, lui prendre sa parole à la corde et la passer au médecin par-dessus l'eau, tenir jusqu'au blanc sans donner la monnaie qui tue. Il faudra, une fois encore, préférer à la théâtralité une liste de matières, et, au matin, sur la table, poser un bol, le remplir, ne pas prononcer, tenir la main, regarder l'eau qui reste lisse, écrire en marge du cahier, pont affamé, pont tenu, et recommencer le lendemain.